C'est faux. Des enfants qui ont appris que quand ils ont un besoin, personne n'y répond ou qu'on n'y répond pas toujours en tout cas, se créent très tôt la croyance « je ne peux pas et je ne dois pas compter sur les autres, je dois compter sur personne ». Ça, c'est un très bon point de départ pour l'isolement et l'individualisme plus tard dans la vie, puisque la coopération implique qu'on puisse compter les uns sur les autres. Mais pour ces enfants devenus adultes, la coopération, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. On pourrait me laisser tomber. On m'a laissé tomber par le passé. Comme j'ai pas été tenue quand j'étais enfant, on va encore me laisser tomber. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver. Et cet épisode, il est né du ralentissement de fin d'année. Ce moment où il y a une sorte d'autorisation collective, et c'est peut-être le seul moment de l'année d'ailleurs, avec le mois d'août aussi, mais c'est pas la même vibe, le mois d'août. Il y a une autorisation collective à réfléchir, à planifier, à mettre de l'intention dans ce qui vient. Et il est né aussi de conversations que j'ai eues dernièrement, familiales et pas que. Et ma conclusion, c'était, on vit dans un monde de fous. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais c'est un peu court, très désespérant et pas vraiment porteur comme constat. Donc on va faire un épisode de podcast, il faudrait probablement plusieurs livres pour couvrir le sujet et un des meilleurs livres sur le sujet, c'est Le mythe de la normalité de Gabor Maté, que je te conseille chaudement. C'est un livre qui a déjà 5 ans maintenant au moment où je partage cet épisode. C'est un livre à lire si t'as le sentiment que malgré tous tes efforts, t'es mise en échec, que t'es toujours l'alien dans les milieux conventionnels, ou que comme moi, qui ai pris la décision il y a longtemps déjà de ne plus essayer de convaincre, mais d'écouter avec compassion, t'écoutes les conversations et t'as l'impression d'être dans un autre monde. Parfois, je vous promets, je suis des conversations, et ça m'arrive de moins en moins parce que voilà, je choisis mes cercles et je limite le temps dans ces cercles-là, mais il y a des conversations où je ne comprends même pas de quoi on parle. C'est tellement éloigné de ma vision des choses, de ce que je veux pour le monde aussi, qu'il y a presque une mini-dissociation qui se fait. Il y a carrément une mini-dissociation qui se fait. Donc cet épisode, elle est pour celles et ceux qui se sentent comme ça. Et bien sûr, la parentalité a réveillé ce sentiment chez moi, puisque j'ai toujours le sentiment de pas en faire assez, de pas avoir de soutien, d'être bizarre, alors que du point de vue moderne, contemporain, on va dire, j'ai tout le soutien dont je pourrais rêver. Et la question qui se présente toujours à moi, c'est « Ok, si j'ai tout le soutien, pourquoi j'ai toujours l'impression d'être en échec ?» Et la réponse, c'est parce que je suis mise en échec. Gabor Maté, il le dit très bien. Les parents font de leur mieux, mais ils évoluent dans une société avec ses structures, avec ses attentes, avec ses exigences. Et aujourd'hui, cette société, elle met la parentalité et la famille en échec. On va en reparler parce que ça commence même bien avant la parentalité et la famille. Un avertissement avant de démarrer, je vais dire les choses dans cet épisode. Je vais dire des choses parce que, en réalité, bien sûr qu'elles sont teintées de mon opinion. Parfois, c'est pas réjouissant. Parfois, c'est empli d'espoir. Ça peut t'envoyer dans l'impuissance. Ça peut te redonner de la force en fonction de là où t'es, le moment où tu es là sur ton chemin. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut parler de notre environnement pour pouvoir le changer. Toute transformation commence par un bon diagnostic. Et je vais vraiment essayer de trouver l'harmonie entre le mode victime, de toute façon c'est la société qui me met en échec et tant que la société elle changera pas, je peux pas faire grand chose. Et le mode guerrier activiste, chacun de nous peut faire quelque chose, la société c'est nous et la société changera que si nous on change. Ces deux visions des choses elles sont vraies à plein de moments et je crois qu'on est beaucoup à osciller entre ces deux pôles. On n'est pas l'un ou l'autre, on est parfois l'un, parfois l'autre. En tout cas, j'aime beaucoup comment Gabor Maté présente les choses, comment il partage ça. Lui, il parle d'une plante, d'autres fois, il parle d'une cellule dans une boîte de pétri, et il dit, si vous regardez la plante ou si vous regardez la cellule et qu'elles vont pas bien, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde l'environnement. On regarde le sol pour la plante, on regarde le milieu dans la boîte de pétri. Qu'est-ce qui fait que cette plante ne pousse pas ? Qu'est-ce qui fait que cette cellule meurt ? Et si on adopte ce regard-là, le regard du jardinier,
J'en parle souvent sur le chemin de guérison des traumatismes, je dis qu'il faut devenir un jardinier. J'en parle dans l'épisode 125, je parle en détail de ce sujet-là. Si on adopte le regard du jardinier, si on adopte le regard du biologiste et qu'on regarde autour de nous, on ne peut que remettre en question l'environnement. On est malade, on est anxieux, on est en dépression. Le constat, il est rude. Ensuite, je vais suivre chronologiquement et on va voir comment on évolue dans une société qui tord le cou à nos besoins et même pire, qui les utilise contre nous à plein d'instances. Et je terminerai en reconnaissant que c'est difficile d'entamer le travail de guérison, ça demande du courage et c'est possible. Et pas seulement possible d'entamer ce chemin, mais d'avancer vraiment et de mener à bien un travail de guérison profond qui change la vie. Et qui d'ailleurs nous permet de changer notre environnement. Donc je commence avec la notion de normalité. Qu'est-ce que c'est normal ? Vraiment. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle je me sens comme une alien à plein d'endroits, pour ne pas dire à tous les endroits. Parce que ce qui est considéré comme la norme aujourd'hui n'a aucun sens. De la façon dont on naît, la naissance, aux classes préparatoires, en passant par l'école primaire, la médecine conventionnelle, le lieu de travail, si on a quelques connaissances, juste quelques notions, quelques concepts de base sur le développement humain, sur les traumatismes et sur le système nerveux, on s'aperçoit vite que tout est sens dessus-dessous. Et je veux préciser ici que je ne suis pas une vieille chouette amère et que les constats que je fais ici ne viennent pas d'un espace de critique corrosive qui serait nourrie par l'impuissance. S'il y a quelque chose, il y a peut-être un peu de protestation saine, mais vraiment c'est tout. Aujourd'hui, je peux regarder les choses en face parce que justement, je suis relativement en paix et j'ai confiance en ma capacité d'action. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps et c'est pour ça que je m'étais coupée de toute source d'information parce que juste je me sentais trop impuissante en fait. Et maintenant, ça a changé. J'en suis toujours coupée des informations, même si elles arrivent quand même à moi par les réseaux, par les conversations, etc. Mais je vais pas activement à leur écoute. Parce que, pour moi, aujourd'hui, c'est une fuite d'énergie non nécessaire et que je peux pas vraiment me permettre dans la saison de vie où je suis avec 2 entreprises, avec un petit bout d'1 an. C'est pas possible. Mais maintenant, c'est un choix conscient. Donc avant d'entrer dans la première partie sur le développement humain, je t'invite à reconsidérer la normalité. L'enfance normale. Celle où on donne un téléphone au bébé pour pouvoir tranquillement lui changer sa couche, et puis ensuite un iPad pour manger tranquillement au restaurant, et puis son propre téléphone pour qu'il puisse être en contact avec ses amis qui sont devenus les références et qui ont remplacé ses parents. L'éducation normale. Celle où les enfants doivent marcher sur des œufs autour des adultes. Ou le contraire, qui est tout aussi malsain. Celle où l'humiliation et la honte règnent en maître sans que personne s'en aperçoive. Celle où le modèle scolaire est totalement inadapté, tant aux enfants qu'aux enseignants, qui finalement n'ont pas d'autre choix que de baisser les bras, ce qu'ils ont fait depuis longtemps. Le travail normal, celui qui presse les humains comme des citrons jusqu'à ce que plus une goutte d'énergie n'en sorte, ou qui écrase les ambitions de ceux qui ont une vision, de ceux qui ont des propositions. Le travail qu'on fait même si on s'en fiche, surtout si on s'en fiche parce qu'on n'a pas su nous transmettre le sens de ce qu'on fait. Parce que la fierté de la tâche bien accomplie a disparu depuis longtemps et que ce qui compte de toute façon, c'est d'arriver au vendredi soir et d'arriver aux prochaines vacances. Les émotions normales, celles dont on s'est coupé tellement jeune parce que c'était plus sûr, celles qu'on a mises en dépression, mais qui jusqu'à ce qu'on accepte de les sentir, qu'on construise assez de capacité pour les sentir à nouveau, nous envoient nous en dépression. Le succès normal. Ce monstre qui n'en a jamais assez, qui te mange de l'intérieur, toujours plus, jusqu'à ce que tu sois vide, hagarde, que tu regardes ta vie, avec des yeux de merlan frit, comme disait mon grand-père, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Voilà la norme. Voilà pourquoi je me sens si souvent d'un autre monde, dans tant de conversations, que je me sens comme la spectatrice d'une comédie stand-up où l'humour est très très noir et les histoires trop réalistes pour me faire vraiment rire. Alors commençons au commencement. Au moment où potentiellement ça commence à tourner au vinaigre pour nous. Notre développement, c'est-à-dire notre conception, notre séjour dans le ventre de notre mère, notre naissance et nos premières années de vie, fondamentales pour notre cerveau et notre système nerveux. On commence avec la période in utero, donc dans le ventre de notre mère. Le développement cérébral, il commence avant la naissance. Il est influencé par l'environnement dans lequel se développe le bébé, ça on le sait, et cet environnement, c'est la mère. Quand je suis tombée, moi enceinte pour la 2e fois, cette pensée, elle me donnait le vertige. Je me disais, je suis son environnement. Comme moi, je vais marcher, j'évolue dans la forêt, dans la ville, sur la plage. Je suis devenue la forêt, la ville, la plage de quelqu'un. Et avec une fausse couche plutôt tardive, à 3 mois de grossesse, 2 ans avant, j'avais peur. Et j'avais tellement peur que je ne sentais pas la peur. J'étais dissociée.
Et heureusement, sinon j'aurais été dans une anxiété insupportable les 4 à 5 premiers mois de grossesse. Je m'autorisais pas la joie, je m'autorisais pas à vivre la réalité de cette vie nouvelle qui se développait en moi. Et j'étais bien consciente. Et donc, je lui parlais tout le temps. Je parlais tout le temps à Lila. Je sais que t'es là, mais je peux pas trop ressentir parce que ça serait trop pour moi, en espérant qu'elle puisse quand même entendre ma voix et que ces moments où je lui donnais du contexte sur la déconnexion qu'elle ressentait nécessairement avec moi, la tranquilliserait. Personne ne pourra jamais dire si ma démarche a fonctionné, mais en tout cas, moi, elle me tranquillisait, ce qui déjà a de grands bénéfices quand on connaît les effets néfastes du stress maternel. Parce qu'on sait maintenant, il y a des centaines d'études sur le sujet. On sait que le stress maternel modifie le système nerveux du fœtus, modifie sa réponse au stress, modifie son système immunitaire, modifie son microbiote intestinal. Dans son livre, Gabor Maté, il cite un extrait d'un article publié dans une revue scientifique qui s'appelle Pediatrics, dont les auteurs sont affiliés à l'université d'Harvard, donc voilà, un bon article, et qui dit « L'architecture du cerveau se construit à travers un processus continu qui commence avant la naissance, se poursuit jusqu'à l'âge adulte et établit une base soit solide, soit fragile pour l'ensemble de la santé des apprentissages et des comportements qui en découleront. L'interaction entre les gènes et les expériences façonne littéralement les circuits du cerveau en développement et est fortement influencée par la réciprocité et la qualité de la réponse dans les relations adultes-enfants, en particulier durant les premières années de la petite enfance. On reviendra sur nos premières années, sur la petite enfance. Donc c'est ce qu'on disait, notre temps in utero, dans le ventre de notre mère, notre naissance et nos premières années de vie donne le ton au reste de notre vie. Maintenant, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que le ton est donné, ça c'est sûr. Mais de quelle façon ? Et là, on a l'embarras du choix. On commence par quoi ? La durée du congé maternité, le fait que tu doives pas dire que t'es enceinte les 3 premiers mois parce que on est sûr de rien. Si tu m'écoutes juste en audio, je suis en train de faire de grandes guillemets avec mes doigts. Alors que le premier trimestre, c'est là où on aurait le plus besoin de soutien parce que on est juste épuisé et potentiellement malade comme un chien. Pendant la première grossesse, je me souviens, j'étais tellement mal. Tout ce que je pouvais manger, c'était des tomates, du tzatziki et des chips. Je m'en souviendrai toujours. Ma mère, elle me racontait qu'à la banque, elle a fait toute sa carrière, 30 ans dans la banque. Pendant son premier trimestre de grossesse, elle allait dans les toilettes. Elle me disait juste pour fermer les yeux 5 minutes parce que je ne pouvais plus. Mes paupières brûlaient. Et je me dis, ce serait pas plus simple d'avoir un endroit dans chaque entreprise où une femme enceinte puisse aller dormir 20 minutes et revenir prête à faire quelque chose de vraiment productif au lieu d'être là avec les paupières en feu et de, en fait, ne rien pouvoir faire de l'après-midi. Et surtout que ça soit normal et encouragé, que ça devienne la normalité. Et que si la grossesse ne va pas au bout, qu'on puisse au moins avoir quelques jours pour faire son deuil, pas faire comme si ça n'existait pas. Comment éviter le stress maternel ? Ça, c'est la grande question, c'est une question sociétale. Mettre les structures en place pour que les mères, elles puissent vivre leur grossesse, pas survivre à leur grossesse. Et après la grossesse vient l'accouchement et j'en arrive à ce sujet. Et je vais vous faire part d'une conversation hallucinante que j'ai eue avec une femme enceinte, une femme de ma famille par alliance, qui me disait de toute façon, moi je vais prendre la péridurale et qui me racontait que son amie avait eu un accouchement hyper facile, 1 heure de poussée et puis la péridurale et c'était un accouchement hyper sympa et c'était fait. Et elle me racontait ça avec détachement, avec légèreté. Et pendant cette conversation, bien sûr, quand on parle de ces sujets-là, je pouvais pas m'empêcher de penser à ma propre expérience. Et je me disais, même la naissance, maintenant, ça doit être comme aller prendre un café avec une amie. Genre, ça doit être comme aller à la pâtisserie, quoi. Ça doit être sympa. Et je peux pas m'empêcher de penser à ces mots de Lindsay Mélès, qui est une sage-femme qui parle beaucoup d'accouchement physiologique et qui dit « L'inconfort de la grossesse nous prépare à l'inconfort de la naissance et l'inconfort de la naissance nous prépare à l'inconfort de la maternité. » Et elle ajoute « En tant que société, nous sommes tellement inconfortables avec l'inconfort. Nous essayons désespérément de l'éviter et nous mesurons notre succès à la façon dont nous y réussissons. » Et c'est exactement ça. Et ici, le sujet, c'est pas de prendre parti pour l'accouchement naturel ou moins naturel, c'est pas le sujet. Enfin, ça sera le sujet juste après parce qu'on va voir que la surmédicalisation des naissances, elle a un impact sur l'attachement. Donc, c'est-à-dire, la surmédicalisation des naissances, elle a un impact sur nos relations pour le reste de notre vie. Mais pour terminer sur cette conversation que je qualifie d'hallucinante, ce qui m'a marqué, c'est la déconnexion. Ce qui m'a marqué, c'est l'absence totale de conscience. Et le contraste avec mon expérience. Moi, j'avais une peur bleue de l'accouchement qui m'a amené à rencontrer mes profondeurs, qui m'a amené à rencontrer toutes mes peurs. La vie, la peur de la mort. Et c'est à ça aussi que ça sert l'accouchement. Parce que dans quelques heures, on va devenir mère. Et pour ça, on doit grandir.
C'est pas possible autrement. On devient pas mère juste parce qu'on a éjecté un enfant de notre utérus. C'est pas ça. C'est tout le processus. Ça peut être un processus de grossesse, ça peut être un processus d'adoption, il y a toujours un processus. C'est les 9 mois, la préparation, les questionnements, les doutes, les peurs, l'accueil de cet enfant. Comment est-ce qu'on va l'accueillir? Et c'est là le problème, il n'y a plus ça. Et puisqu'il n'y a plus ça, il n'y a plus de soin non plus dans l'accueil et dans le côté sacré du processus. La notion d'accueil, elle est fondamentale. Elle est fondamentale aussi du coup dans le travail somatique quand on vient réparer des choses au niveau de notre attachement. Elle est tellement importante dans le travail qu'on fait avec les traumatismes. C'est quelque chose qu'on explore en profondeur, ça, dans le programme Arise. Et c'est avec la notion d'accueil que je passe à la naissance. Et à la façon dont, malheureusement, la culture s'est immiscée jusqu'à cet endroit-là. Véritablement jusque dans le corps des femmes. Jusqu'à cette expérience brute, sacrée qu'est la naissance. Gabor Maté, il raconte dans son livre Le mythe de la normalité qu'il a assisté à des milliers de naissances et qu'à chaque fois, il a pratiqué de façon systématique une épisiotomie. Une épisiotomie, c'est une petite incision chirurgicale pour que le bébé il sorte sans déchirure qui soit pire. Et il dit parce qu'il savait pas faire autrement. Parce que c'était la norme. Parce que c'était normal. Et j'admire beaucoup Gabor Maté parce qu'il a pas de difficulté à raconter les erreurs qu'il a faites. Dans sa vie de parent, dans sa vie professionnelle aussi. Il les raconte avec repentance, genre avec ce regret sain, mais sans honte, sans culpabilité toxique. Et il y a quelque chose de très rafraîchissant là-dedans, d'entendre quelqu'un dire j'ai fait ça, je regrette, mais il n'y a pas ce poids-là de la honte et de la culpabilité toxique, juste du regret sincère. Et puis je l'admire aussi pour le tournant qu'il a donné à sa vie, le changement de carrière et puis le don après de sa vie pour changer les choses et inviter à faire autrement. Mais revenons sur la naissance. Ce qui est politiquement correct, c'est de dire qu'on défend ni l'accouchement naturel, ni l'accouchement moins naturel, que la femme a le choix. Et c'est vrai. Absolument. Elle a toujours le choix. Et aussi, et c'est bien et, c'est pas mais, pour le bébé, et ça personne ne pourra le contester, ce qui sera toujours mieux, et ça je le dis en tant que praticienne en somatic experiencing, en tant que personne qui a étudié le système nerveux, ce qui sera toujours mieux, c'est un accouchement avec le moins de stress possible, pour le bébé. Et pour la mère aussi, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un accouchement avec le moins de stress possible? Parce que, rappelons-le, la mère a l'expérience de l'accouchement et le bébé a l'expérience de sa naissance. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Dans le narratif d'aujourd'hui, on est tellement focalisé sur l'évitement de la douleur que c'est comme s'il y avait que la mère. Et donc souvent, on opte pour se dérouler là, c'est cette démarche conventionnelle, zéro risque. On a dépassé de quelques jours, on vous déclenche. Avec le déclenchement, les contractions sont bien plus intenses, donc on doit absolument faire une péridurale. Mince, la péridurale ralentit le processus, la mère fatigue, le cœur du bébé répond pas bien, il faut faire une césarienne. Dans ce scénario, l'expérience de la mère comme du bébé sont terribles. Tout ça par manque de confiance totale dans le processus de la naissance et par interventionnisme. Donc on parle pas de la médicalisation des naissances, on parle de la surmédicalisation des naissances qui est devenue la norme. Je suis toujours dans mon épisode sur on est dans un monde de fous et ce qui est normal n'est pas normal. C'est ça la thèse que je défends. Et ça veut pas dire qu'un accouchement naturel est toujours moins stressant pour le bébé, pas du tout. Si ça fait 30 heures de travail et que la mère n'en peut plus, la péridurale elle est absolument la bienvenue pour pouvoir terminer de façon tranquille et avoir une issue, heureuse. Ça, c'est magnifique quand une intervention médicale permet une issue beaucoup plus tranquille, heureuse, moins de stress, tant pour la mère que pour le bébé. Magnifique. Mais toutes les interventions inutiles, souvent juste parce que trop précoces, ou parce que par absence d'écoute, parce qu'on n'écoute pas la mère et que l'équipe médicale, le médecin croit mieux savoir, ça laisse des empreintes. Ça laisse des empreintes et nous, dans le travail avec le système nerveux, le travail avec les traumatismes, on le voit tous les jours, ça. Et ici, j'insiste parce que c'est là où on commence à être affecté par la norme, le normal. On commence déjà avec le stress maternel parce que les mères n'ont pas le soutien dont elles ont besoin. Ça continue avec la naissance. La naissance, c'est un énorme stress en soi pour le bébé. Et j'insiste parce qu'on a tellement du mal en tant qu'adulte, et nous, c'est notre job en tant que praticien somatique, on a tellement du mal à se mettre à la place d'un bébé, d'un enfant. Un bébé, certains diront que la naissance, c'est un traumatisme en soi. Il faut passer par le canal de naissance, arriver dans un environnement dans lequel on ne sait pas comment respirer. Imaginez.
On doit se remettre à la place du bébé, on doit se remettre ensuite à la place du petit enfant qui est totalement impuissant. Mais on continue à agir comme si le bébé c'était juste un espèce d'objet inanimé qu'il faut faire sortir à n'importe quel prix. Une espèce de patate chaude qu'il faut expulser et puis on verra bien après. Ça me donne le cœur tellement lourd de penser à ça. Peut-être que tu le sais, ou peut-être pas, mais jusqu'à la fin des années 80, on opérait les bébés sans anesthésie parce qu'on pensait qu'ils ne ressentaient rien. Aux États-Unis, ça a été interdit en 1987. Par l'American Academy of Pediatrics. Et il y a des études qui montrent que ces bébés, donc on a opéré sans anesthésie, devenus des adultes aujourd'hui, ont les mêmes symptômes de stress post-traumatique que les vétérans de la guerre, qui peuvent avoir peur aussi des interventions médicales, même celles qui leur sauveraient la vie. Donc c'est problématique, mais le trauma, il est trop grand. Imaginez, même pour un bébé, donc tout reste dans le système nerveux. J'ai parlé des États-Unis, en Europe c'était similaire. Revenons en France avec Michel Audin, qui est décédé l'année dernière, malheureusement, et qui a dit, pour changer le monde, il faut d'abord changer la façon dont naissent les bébés. Et il a raison. Il a raison. Faisons-nous les héritiers, du travail de ce chirurgien et obstétricien français qui est un des pionniers, qui a été un des plus grands défenseurs de l'accouchement physiologique et du respect des femmes pendant la naissance. Pas juste de l'accouchement physiologique, un grand défenseur du respect des femmes pendant la naissance. Et à nouveau, j'insiste ici parce que nous, en tant que praticiens qui travaillons avec le trauma, on voit les conséquences de ces perturbations si tôt dans la vie, tous les jours dans notre travail. Et le trauma médical, on en voit les conséquences aussi tous les jours dans notre travail. Parce que la grossesse, la naissance, les premiers mois, les premières années de l'enfance, c'est une question de rythme, c'est une question d'écoute et c'est une question d'être accueilli toujours de façon inconditionnelle. Et vous savez combien de personnes ont des expériences d'une puissance réparatrice incroyable dans le programme Arise, juste quand, en lien avec l'attachement, on vient travailler avec la notion d'accueil, de se sentir accueilli. Ça vient toucher cette chose universelle de comment est-ce qu'on a été accueilli dans le monde, et puis comment on a continué de l'être ou pas dans notre enfance. Ça vient toucher quelque chose de tellement profond en nous, ça. Et c'est un travail tellement magnifique qu'on fait dans le programme, ça m'émeut de quand je pense à ça. Parce que ça détermine tous nos schémas d'attachement plus tard dans la vie. Donc si ce que je dis fait quelque chose à l'intérieur de toi, je t'invite chaleureusement à venir le 28 février. Le 28 février, il y a le sommet Devenir, c'est notre grand sommet sur le système nerveux. C'est un sommet 100% gratuit sur le travail qu'on fait, le travail avec le système nerveux. Et il y aura justement une intervention sur l'attachement, donc on va pouvoir continuer cette conversation, donc je t'invite à venir. Toutes les informations sont sous la vidéo ou dans les show notes si tu écoutes le podcast en format audio. Et c'est important pour toi que tu viennes, que tu continues ce travail, que tu viennes au sommet parce que ces informations, elles peuvent mettre en lumière ton histoire personnelle et puis elles peuvent déjà réparer plein de choses parfois. Et c'est aussi important parce que collectivement, on doit changer ça. Notre première expérience du monde, c'est souvent la séparation, avant même qu'on ait des mots. Et je voudrais poser la question ici, est-ce qu'on peut changer ça ? Est-ce que notre première expérience du monde, ça pourrait être l'accueil, la connexion ? Qu'est-ce que ça changerait dans nos vies ? Et je peux déjà te le dire, ça changerait tout. Et le pire, ou le mieux peut-être, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour ça. On n'a pas besoin d'être Gabor Maté ou Peter Levine, ok ? On a besoin d'avoir quelques informations sur l'attachement qui viennent confirmer ce qu'on sent déjà à l'intérieur de nous. En tant que personne, une fois adulte, qui a des difficultés en relation, qui a des difficultés à sentir ses limites, en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant qu'enseignant, juste en tant que personne qui a des enfants dans son entourage. Parce que les études le montrent, il suffit d'une personne pour tout changer pour un enfant. Une seule, qui l'écoute, qui répond à ses besoins. Une personne change tout. On en parlera pendant le sommet. Et ici, je veux te partager juste quelques apports de Jean Lidloff dans son livre qui s'appelle « Le concept du continuum ». Je remercie à nouveau Amandine qui a participé au programme Rise qui m'a conseillé ce livre. Jean Lidloff, elle est allée vivre avec les Indiens en Amazonie. Elle les a énormément observés et notamment avec leurs enfants. Et elle explique que toutes les espèces naissent avec des attentes innées qui sont basées sur leur évolution. Et donc le bébé humain, il attend quoi ? Il naît avec l'attente d'un contact physique continu, d'une présence chaleureuse, de réponses rapides à ses signaux et constantes aussi, consistante, cohérente, de sécurité émotionnelle, de réciprocité. Et quand ces attentes, elles sont pas rencontrées, l'organisme, il entre en déséquilibre biologique. Son système nerveux, il va dans la réponse de danger. Si tu veux comprendre ce qui se passe en profondeur, tu as besoin de connaissances ici sur la théorie polyvagale. J'explique tout dans l'épisode 83 du podcast.
Tu peux te faire une note, épisode 83 du podcast sur la théorie polyvagale. On en parlera aussi pendant le sommet. Et ensuite, toutes ces attentes et puis ce besoin d'être accueilli dont je parlais, il continue dans l'enfance. Ok, j'avance chronologiquement. Les 4 besoins irréductibles de l'enfant, c'est quoi? L'attachement, un lien profond avec ses figures d'attachement. Et je parle de figures d'attachement, ça peut être les parents, mais ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, etc. Le repos, pouvoir exister sans devoir mériter l'amour, pouvoir se reposer dans la relation, dans l'amour. L'expression des émotions, colère, tristesse, chagrin, vulnérabilité, tout le spectre des émotions. Et le jeu libre, ok, essentiel au développement neurologique, le jeu. Et ces 4 besoins, donc l'attachement, le repos, l'expression des émotions et le jeu, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est le travail du docteur Gordon Neufeld, qui est un psychologue clinicien du développement, qui est un des grands leaders sur le sujet du développement de l'enfant. Donc maintenant, c'est bien, on sait de quoi on a besoin. On comprend aussi que si ces besoins ne sont pas remplis tôt dans la vie, les conséquences sont lourdes. On risque de rester coincé dans nos états de survie, avec tout ce que ça comprend comme dégâts sur la santé mentale, l'anxiété, la dépression, le brouillard mental, la dissociation, les crises d'angoisse. Les difficultés aussi à entrer en relation et puis à maintenir des relations saines et puis qui nous nourrissent vraiment. Et puis toutes les maladies et les problèmes de santé physique dont on sait bien maintenant qu'ils sont liés aux perturbations dans notre attachement. J'en parle en détail, ça, dans l'épisode 57 du podcast. Et on en parlera aussi durant le sommet avec Émilie, qui nous racontera son témoignage qui est vraiment poignant. Vraiment, vraiment une histoire poignante. Et qui nous expliquera que oui, avec le travail sur le système nerveux, avec le travail avec notre système nerveux, quand on accepte de voyager dans notre propre système nerveux, on peut véritablement se libérer de tout ça. Donc viens au sommet, je le redis, toutes les infos sont sous l'épisode. Et en même temps, on vit pas comme des poissons dans notre aquarium, genre coupés du reste du monde. Donc pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir s'engager sur le chemin de guérison, je crois que il faut comprendre comment la culture, elle balaie ses besoins et même elle les distord, dans le sens où elle les utilise contre nous, ce que je disais au début. Et je vais en parler brièvement ici en 4 points. Je vais parler de l'éducation, ce qu'on appelle le système scolaire. Je vais parler du capitalisme. Je vais parler du mythe de la nature humaine agressive, qui est complètement un mythe. Et je vais parler de la glorification de ce qui est complètement superficiel, en fait. Et puis ensuite, j'expliquerai pourquoi et comment guérir est possible. Et d'ailleurs, sur le sujet, j'aurai un cadeau pour toutes les personnes qui viennent au sommet. J'en dis pas plus pour le moment. Donc, je commence avec le système scolaire. Le système scolaire, il promeut plutôt le conditionnement que le développement. Okay, l'école, elle valorise la performance. Les enfants, ils apprennent très tôt « je vaux ce que je produis, pas ce que je suis ». Et ça, c'est pas nouveau. Il y aurait un épisode entier à faire sur le système scolaire, mais je vais m'en tenir à un point ici parce qu'il est en lien, c'est un point qui est en lien avec l'attachement et avec les difficultés qu'on voit dans les relations, tant dans les relations entre enfants, avec le harcèlement scolaire, la connexion qui se fait de plus en plus à travers les écrans aussi, que dans les relations enfants-adultes. Et dans les relations adultes-adultes aussi. Et le point auquel je vais me cantonner sur notre éducation, c'est le fait qu'il n'y ait pas de jeu dans le système d'apprentissage. La disparition du jeu. Et il commence à même plus y avoir de jeu dans la cour de récréation. Et ça, c'est terrible. Le docteur Gordon Neufeld, il nous dit que le jeu est censé être le paratonnerre de toutes les émotions qui auraient du mal à s'exprimer dans la réalité. Tout ce qui n'y aurait pas sa place dans la réalité. Parce qu'il faut un endroit pour ça. Et si ça va nulle part, on peut pas le ressentir. Toutes ces émotions. Et si on peut pas les ressentir, elles se mélangent pas. Et donc, on n'accède pas à l'autorégulation à l'intérieur de nous. On peut même pas les nommer, ces émotions. Avant tout, une émotion, ça doit bouger. Émotion, moi, j'aime bien dire emotion, hein. Emotion, motion, c'est le mouvement en anglais. Émotion. Et le jeu, c'est l'endroit où elle bouge. Et ce qui est magnifique avec la nature du jeu, c'est que il est sécurisant par nature. Il est pas physiquement sécurisant, mais il nous dit, le Dr Gordon Neufeld, il est sécurisant émotionnellement. Parce que dans le jeu, les sentiments sont pas blessés. Et donc, toutes les émotions, elles peuvent sortir dans le jeu. À partir du moment où les sentiments sont blessés, à partir du moment où je me vexe, c'est plus du jeu. Le jeu s'arrête. Comme à la récréation, on a tous et toutes vécu ça. L'essence même du jeu, c'est la sécurité. Et il nous dit, c'est précisément là que les émotions difficiles doivent pouvoir sortir. Là où on peut exprimer notre agressivité aussi. La toute première loi de l'émotion, c'est ça, c'est d'avoir besoin d'expression. Mais le problème, c'est que certaines de nos grandes émotions, la frustration, l'agressivité, l'alerte, etc., elles interfèrent avec les relations. Elles entravent le contact, la proximité. C'est dur d'être en relation quand on est super frustré, quand on est en colère, etc. Et pourtant, on a besoin de ces relations. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a besoin d'exprimer nos émotions et on a besoin de nos relations. Et parfois, exprimer nos grandes émotions, ça entre en conflit avec notre besoin d'attachement, avec les relations. La réponse, c'est le jeu. La réponse, c'est le jeu.
Dans le jeu, toutes les émotions ont une place. Et il s'avère que c'est super important parce que ici, je parlais du développement de l'enfant, de l'être humain. Ces systèmes émotionnels, ils ont besoin de se développer. Et ils se développent grâce au jeu, dans le cerveau. Nos émotions ont besoin de terrains de jeu. Et ces terrains de jeu, c'est les histoires, c'est la musique, c'est la danse, c'est le mouvement, le dessin, la peinture, toute la créativité. On peut, sortir nos émotions dans le jeu. Et le cerveau, il en a absolument besoin. Et aujourd'hui, les études le montrent, le jeu, c'est une espèce en voie de disparition. Le jeu disparaît très rapidement. Il y a certaines estimations qui estiment même que on a perdu 1/3 du temps de jeu des enfants. Et maintenant, on croit, et peut-être c'est ça le pire, parce qu'on croit que, ah oui, ils jouent, mais ils sont derrière des écrans. C'est pas du jeu, ça. Ça, c'est stimulant, les écrans, mais c'est pas engageant. Et on peut voir les conséquences directes de cette absence de jeu, de cette disparition du jeu. Les troubles émotionnels, les troubles anxieux, les comportements agressifs qu'augmentent, les troubles de l'attention qu'augmentent. Et c'est intéressant, dans le milieu scientifique, de plus en plus, on commence à considérer la dépression comme l'état opposé, l'état inverse de l'état de jeu dans le cerveau. C'est exactement l'inverse de la présence vivante qui est possible dans le jeu. Et c'est un sujet auquel je résistais beaucoup et auquel certaines parts de moi résistent encore. Parce que c'est un état que j'ai pas beaucoup, voire pas du tout expérimenté étant enfant. On peut jouer du piano, et ça peut être du jeu, ou ça peut être du travail. Le docteur Gordon Neufeld, il nous dit à partir du moment où il y a une attente de résultat, où c'est pour quelque chose, c'est plus du jeu. Moi, j'ai fait 10 ans de piano, et ça n'a jamais été du jeu. Il fallait s'améliorer, il fallait jouer pendant tant de minutes. Je me souviens que je me levais toutes les 2 minutes du piano pour aller voir l'heure sur le four de la cuisine. Ces 15 minutes, la quotidienne de piano, c'était juste une torture. Ça me semblait durer une éternité. Je détestais le piano, mais ma grand-mère, elle me disait toujours « Allez, t'as fait 1 an, faut continuer. T'as fait 2 ans, faut continuer. Tu vas regretter si t'arrêtes. » Elle avait arrêté le piano, elle avait regretté. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais regretté. Ça a été une libération. Et maintenant, je ne sais plus jouer. Je ne sais plus rien faire. Personne ne me croit. Personne ne me croit. Après 10 ans de piano, n'importe quoi, tu sais plus jouer, joue-nous quelque chose. Non. Parce que mon cerveau, il a imprimé tout. Vous savez, comme quand on se met en mode nuit blanche avant un examen. Genre juste avant le cours suivant pour pas trop me faire gronder par le prof, hop, pour passer l'examen annuel, hop, et puis j'oubliais, et puis hop, je recommençais, j'étais en mode survie en fait. Je raconte ça parce que vraiment, c'est ce qui se passe quand on élimine le jeu. Il y a rien qui reste en nous, ça s'imprime pas. C'est pour ça que le jeu, c'est la meilleure forme d'apprentissage. Combien de personnes disent qu'elles ont tout oublié de leurs années d'école? Que si elles avaient pas été, ça aurait été la même chose. C'est simple, un enfant ne peut pas apprendre sans le jeu. Donc ça, c'est pour l'éducation. Maintenant, le capitalisme. Et je vais dire vraiment quelques mots rapides ici parce que c'est la continuité de l'école. Et c'est totalement normal. Si on veut des enfants qui soient de bons citoyens dans une société qui attache de la valeur et récompense uniquement la performance, l'efficacité, la rapidité, on doit commencer tôt. Pas d'émotion, pas d'individualité, on avance. Comme le disait John Bradshaw en lien avec la honte, on devient des fers humains et pas des êtres humains. Et c'est ce qui est de mise dans notre culture au niveau sociétal aujourd'hui. Et c'est pas hippie ou anticapitaliste de dire ça, c'est juste un constat. Et puis on a le mythe de la nature humaine agressive. Ah, ce grand mythe, basé sur une théorie de l'évolution complètement fausse, puisqu'on sait maintenant qu'on a survécu en collaborant, et pas en se tirant dans les pattes. Et bien sûr qu'on parle pas d'éliminer toute compétition, il y a aussi cette nature compétitive à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller plus loin, et ça c'est hyper intéressant, mais c'est pas notre nature première. Pas du tout même. Pas du tout. Et il y a cette étude hyper intéressante sur le sujet, dont je cite l'abstract, qui dit « Les êtres humains aident régulièrement les autres à atteindre leurs objectifs, même lorsque l'aide apportée ne leur procure aucun bénéfice immédiat et que la personne aidée est un inconnu. » Ils partagent ce qu'ils démontrent dans l'étude, ils disent « Nous montrons ici que des enfants humains âgés de seulement 18 mois, pré-linguistiques ou tout juste linguistiques, donc ont tout juste commencé à parler, aident assez facilement les autres à atteindre leurs objectifs dans diverses situations. Cela nécessite à la fois une compréhension des objectifs des autres et une motivation altruiste à aider. » Et il y a d'autres études qui ont suivi celle-là et qui trouvent les mêmes résultats, que de façon naturelle, on est porté à aider les autres. Donc cet individualisme extrême, c'est un phénomène récent et c'est culturel. Rappelons-le, et ça va totalement à l'encontre de notre nature humaine. Donc ce qu'on appelle nature humaine, souvent c'est juste la conséquence de traumatisme. De traumatisme individuel, collectif, culturel. Et je crois qu'au niveau individuel, et c'est ça qui drive cet individualisme après, plus tard dans la société, on revient à tout ce qu'on dit, à toutes ces bêtises qu'on raconte sur l'autonomie des enfants, qui doivent être autonomes, qui doivent s'endurcir et toute autre, contre-vérité. C'est faux. Des enfants qui ont appris que quand ils ont un besoin, personne n'y répond, ou qu'on n'y répond pas toujours en tout cas,
se crée très tôt la croyance « je ne peux pas et je ne dois pas compter sur les autres, je dois compter sur personne ». Ça, c'est un très bon point de départ pour l'isolement et l'individualisme plus tard dans la vie, puisque la coopération implique qu'on puisse compter les uns sur les autres. Mais pour ces enfants devenus adultes, la coopération, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. On pourrait me laisser tomber. On m'a laissé tomber par le passé. Comme j'ai pas été tenue quand j'étais enfant, on va encore me laisser tomber. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi dans le programme Arise. On travaille dans le corps. Cette sensation de soutien, cette sensation d'être tenue. Et pourquoi j'en parle ici ? Parce que ça génère énormément d'anxiété. Ne pas être en lien, ça génère énormément d'anxiété. Alors que par nature, on est des êtres de lien. C'est terrible de ne pas se sentir en lien. Ça génère de l'angoisse existentielle. Et il ne peut en être autrement, puisque ça va à l'encontre de notre nature humaine, de qui on est. Et puis, il y a la glorification du futile. Et après, j'en viens à... On peut guérir avec tout ça. On peut quand même le faire. Et c'est mon dernier point ici sur le constat. Quand nos besoins émotionnels ils sont pas satisfaits, on va chercher ailleurs la satisfaction de ces besoins. Et puisque le jeu a disparu, que tout est devenu utile, que tout doit avoir un résultat, on va surtout chercher à justifier notre propre valeur. Et on la cherche au mauvais endroit, notre valeur, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Et donc on commence par se définir par des choses extérieures. Notre apparence, notre succès, notre richesse, notre influence, combien on en a fait dans une journée, est-ce qu'on a bien fini tous les trucs dans la to-do list, est-ce qu'on a bien tous les objets à la mode, dernier cri, etc. Est-ce qu'on est bien conforme aux tendances de notre groupe culturel. Tout ça, c'est des formes d'attachement, de substituts en fait, c'est des formes d'attachement substitutifs, c'est des palliatifs à nos blessures d'attachement. Et les grandes entreprises utilisent ça à leur profit, au sens propre, puisque nos besoins sont détournés constamment à des fins commerciales. Et ici, je ne critique pas le fait de vendre quelque chose en soi, c'est vraiment une question de conscience et de nuance, encore, tout est nuance, parce qu'en soi, vendre quelque chose répond toujours à un besoin. Le boulanger, il répond à ton besoin de te nourrir en te vendant du pain. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des instances où les besoins, ils sont détournés. Comme par exemple les publicités qui assaillent les enfants qui ont besoin de figures d'attachement et que leur cerveau est même pas prêt pour regarder des publicités. Et on détourne très tôt les besoins. Ça, c'est pas ok. Ok, je vais m'arrêter là pour la partie diagnostic, qui était pas facile, Elle est pas facile, cette partie diagnostic. Et puis, je vais te parler de pourquoi le travail de guérison, il est si ardu, et en même temps, pourquoi on peut y arriver. J'arrive à ma troisième et dernière partie, pourquoi guérir est si difficile, pourquoi guérir est possible et absolument indispensable pour vivre bien, en particulier aujourd'hui. Et quand je parle de guérir, je parle vraiment au sens large. Quand je parle de guérir, ça implique la santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. C'est vraiment le chemin vers l'unification de soi. Que tu puisses être avec toutes tes expériences sans en avoir peur. Que tu puisses dire oui spontanément à des propositions dans ta vie parce que t'as l'espace, t'as l'audace, t'as l'élan, t'as l'envie. Que tu puisses être libéré de tes symptômes. Dans la santé mentale, dans la santé physique, que tu puisses sentir l'énergie circuler dans ton corps, sentir la force de tes muscles, sentir la souplesse de tes tissus, sentir le mouvement dans ton système digestif, que ton corps ce soit ta maison et que tu le connaisses, que tu la connaisses cette maison. C'est tout ça et c'est tellement plus encore quand je dis guérir. Et dans notre culture actuelle, c'est dur. Il faut le reconnaître, c'est hyper dur. Il n'y a pas la place. Déjà, il n'y a pas la place et puis ensuite, ce qui nous est demandé de faire pour guérir n'est pas valorisé. Voire est dénigré. Et donc ça implique souvent de faire des choix qui sont vraiment à contre-courant. De parfois perdre des relations en chemin. D'être incompris, d'être incomprise, voire d'être le mouton noir. Dans notre groupe, dans notre famille. Parfois on stagne et puis on doit faire des choix qu'on n'a pas envie de faire. Et puis on se dit mais... Waouh! Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça serait pas plus facile juste de rien savoir, de vivre sans conscience, d'aller faire mon shopping le samedi, d'aller au cinéma le dimanche et merci, au revoir? Ça me fait rire parce que je me l'ai suis posé tellement de fois cette question. De me dire mais ça serait juste pas plus simple d'être le mouton là, de continuer. Et non, la vérité c'est que c'est pas plus simple. Ou peut-être que c'est plus simple mais on ressent rien. Du coup on vit pas vraiment. Et c'est pour ça que poser un peu plus de conscience sur tout ce qu'on vient de dire, c'est tellement important. Pas pour se désespérer. Il y a des côtés désespérants, faut l'admettre, mais plutôt pour pouvoir reconnaître qu'on n'évolue pas dans un milieu propice et que oui, ça rend les choses difficiles, plus difficiles qu'elles ne pourraient l'être, à plein de moments. Et ça nous permet de pouvoir choisir que c'est ok, qu'on va traverser ça et qu'on va continuer jusqu'à trouver notre tribu. La tribu qui voudra bien coopérer au milieu du grand individualisme.
Parce que les personnes qui la composent, elles ont travaillé sur leurs blessures d'attachement. Et maintenant, elles peuvent se reposer dans la coopération. Elles peuvent s'y sentir en sécurité. On va continuer jusqu'à trouver du soutien, le soutien dont on a vraiment besoin. Viens absolument au sommet, le 28 février, on va parler de tout ça. Les informations sont sous l'épisode. Pour guérir, on va avoir besoin de ralentir. Au moins pendant un temps. Rien que pour se rendre compte de ce qui se passe autour et à l'intérieur de nous. J'en parlerai pendant le sommet. Comment est-ce qu'on peut faire ça avec nos circonstances de vie? Parce que ça paraît vraiment pas simple de prime abord, de se dire où est-ce que je vais faire de l'espace. Patricia en parlera aussi pendant le sommet. On a prévu une intervention sur la notion d'intégration, qui est essentielle quand on veut faire un travail avec le système nerveux et de façon générale un travail qui dure dans le temps, pas juste un pansement. On va devoir ressentir ce qui a été réprimé, ressentir encore et encore, ça c'est tout le travail qu'on fait dans le programme Arise. On va devoir retrouver le jeu. Et je te conseille vraiment les travaux et tout le contenu du docteur Gordon Neufeld sur le sujet. Bon, c'est en anglais, je sais pas s'il y a des choses qui ont été traduites, mais retrouver le jeu. On va devoir reconstruire des relations sûres. Diana, elle en parlera ça dans le sommet Devenir, avec le sujet de l'attachement. On va devoir réapprendre à écouter nos besoins innés, nos besoins de base, nos besoins physiologiques. On va devoir réhabiliter l'authenticité. On ne peut pas juste le faire en parlant, se reconnecter à notre authenticité, il va falloir le sentir. Et on en parlera aussi pendant le sommet avec l'intervention de Delphine sur pourquoi parler ne suffit pas. Pourquoi parfois le corps, il imprime pas. Donc voilà pour cet épisode, je crois profondément que guérir est possible, que guérir est fondamental si on veut vivre bien, parce qu'on vit pas chacun dans nos petits aquariums séparés. On vit dans une culture, dans une société qui est vraiment pas simple. Aujourd'hui, c'est vraiment pas simple. Et c'est possible. Et c'est possible, et j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer la conversation avec toi, avec vous tous, toutes, dans le sommet. On se retrouve le 28 février 2026, on est en 2026 au moment où j'enregistre cet épisode. Toutes les infos sont en dessous de l'épisode. Je te rappelle que c'est un événement en ligne, complètement gratuit, donc t'as rien à perdre, à venir écouter et à pratiquer avec nous, parce qu'on va pratiquer, ça va être un mix de conférences et de pratiques. Ce qu'on veut, c'est vraiment démarrer ce travail. Il y aura aussi 1 heure de questions-réponses où tu pourras nous poser toutes tes questions. Donc viens au sommet Devenir, je me réjouis vraiment de t'y retrouver. Merci pour ton écoute, toujours, merci pour ta confiance renouvelée, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.